Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors j'espère que vous allez bien. Si vous entendez, j'ai effectivement perdu un petit peu ma voix, des virus qui passent par là. Que voulez-vous? On est très généreux au sein de cette famille. Les enfants partagent toujours leur virus. Bon, j'ai retrouvé quand même ma voix, mais je pense que vous entendez que elle déraille encore un petit peu. J'espère que ce sera pas trop désagréable quand même, mais j'avais très envie de vous enregistrer ce podcast. Et puis surtout, avec mon emploi du temps, je vous avoue que il faut que je trouve toujours le moment idéal où la maison est calme, donc sans enfants, et où je peux enregistrer tranquillement. Donc voilà, je ne pouvais pas trop attendre non plus. Donc j'espère que ça sera pas trop désagréable de m'écouter pour cet épisode, qui en plus est un épisode de podcast pour moi hyper important. Femme atypique et carrière, pourquoi ça coince? Donc à toutes les femmes atypiques qui m'écoutent aujourd'hui, ben, cet épisode, il est pour vous. Si vous avez une sœur, une amie, une cousine, une maman ou je ne sais qui, en tout cas autour de vous, pour qui la thématique du monde professionnel, bah, c'est compliqué, envoyez-lui cet épisode de podcast. Peut-être qu'elle y trouvera justement, bah, on va dire quelques réflexions. Aujourd'hui, donc, on va aborder un sujet qui concerne, je pense, vraiment toutes ces femmes. C'est les blocages professionnels. Alors, est-ce qu'il y a des hommes qui vont se reconnaître? Peut-être, oui. Mais j'ai quand même vraiment focus toute ma recherche et d'ailleurs tous les accompagnements que j'ai faits, puisque je suis également effectivement diplômée en qualité de conseillère d'insertion et de transition professionnelle, bah, j'ai vraiment travaillé beaucoup plus avec les femmes. Donc c'est pour ça que je parle des femmes, bien évidemment. Euh, les femmes atypiques, elles pensent différemment. Elles ont souvent de grandes capacités, même si bah, ce sont les premières à ne pas le voir. Elles aspirent à un travail qui a du sens et qui font sens pour elles en fait. Et du coup, elles peuvent se retrouver coincées, malgré justement toutes les capacités qu'elles ont, parce qu'elles changent, elles évoluent aussi très vite, constamment. Donc un métier qui peut-être avait du sens il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, 30 ans, n'en a plus maintenant. Et ça peut être très compliqué. Et en plus, quand on se sent coincé, je pense que ça met en mal notre valeur qui est très forte chez beaucoup de femmes atypiques, c'est la notion de liberté. Et c'est pour ça qu'il faut pas du tout penser que c'est un manque de motivation, un manque d'aptitude, ou parce qu'on est fainéante, je sais pas exactement, enfin, il y a plein de choses comme ça que vous vous sortez. En fait, c'est bien plus profond que ça. On va donc parler aujourd'hui de ces mécanismes qui sont souvent invisibles et qui vous maintiennent en fait dans des schémas qui vous frustrent, qui vous empêchent d'oser, de changer, d'évoluer et de penser autrement finalement votre carrière professionnelle. Bref, si tout ceci te parle, installe-toi confortablement et c'est parti. Alors, il y a plusieurs choses sur lesquelles potentiellement je t'amène à réfléchir. Peut-être que tout ne te parlera pas. Tu le sais, hein, comme moi je dis souvent dans mon contenu, on voit ça comme un buffet à volonté. On n'aime pas tout ce qui est proposé. On peut goûter les choses que, bon, voilà, qu'on ne connaît pas. Mais sinon, sers-toi de ce qui te parle et laisse le reste, tout simplement. Le premier point, c'est l'enjeu fondamental pour moi, c'est de bien se connaître. Et si tu suis mon travail depuis longtemps, tu le sais, je dis toujours, on est toujours légitime à en apprendre plus sur soi, à essayer de mieux se comprendre, toujours. Je le dis parce que souvent, vous doutez de votre légitimité à demander de l'aide, à aller voir un professionnel, à le questionner sur vos possibles atypies parce que vous ne savez pas, ce qui est totalement normal. Quand on ne sait pas, on ne sait pas. Et en fait, vous vous sentez mal à l'aise. Mais un professionnel digne de ce nom ne se moquera absolument jamais de vous parce que vous vous questionnez sur vous. Le genre de discours: «Ah ben voilà, ça y est, tout le monde pense que, il est TDAH», enfin ça pour moi c'est un gros red flag. Ou encore: «Non mais l'hypersensibilité c'est dans votre tête, hein, c'est parce que vous avez eu des traumas». Ça aussi gros red flag. Vous êtes face à des personnes qui malheureusement, et puis il y en a dans tous les métiers, ne sont pas compétents en fait tout simplement. Donc n'abandonnez pas parce que vous êtes un jour tombé malheureusement sur un professionnel qui n'est pas compétent. C'est comme des fois vous avez bien fait vos courses et puis il y avait un aliment qui n'était pas bon. Pour autant, est-ce que vous avez arrêté de faire vos courses? Vous voyez? C'est voilà, c'est des choses comme ça. Même si je comprends que c'est douloureux, hein, bien évidemment. Donc toujours légitime à se poser des questions sur soi. Et ça, c'est compliqué si on ne le fait pas, si on n'est pas correctement accompagné, si on n'a pas l'entourage qu'il faut, parce qu'en fait, ça donne une mauvaise connaissance de soi. Quand on ne se connaît pas bien, on est plus à même en fait de croire ce que les gens disent de nous. C'est aussi le risque, c'est que vous allez peut-être bah, avaler comme ça, pouf, vous allez gober ce qu'un professionnel dit de vous, alors que c'est peut-être pas vrai. Aucun professionnel, même moi, hein, attendez, je la refais, on ne détient pas, voilà, du verbe détenir, on peut pas détenir la vérité absolue, ça n'existe pas. Et en plus, on peut se tromper. En fait, tout le monde peut se tromper. Même le professionnel le plus éthique, avec une bonne déontologie, qui veut faire bien les choses, peut également se tromper. Donc, plus on en apprend sur soi,
et moins on est dépendant des autres pour attendre que les autres nous disent mais qui on est en fait. Je sais pas si c'est clair. Donc la première difficulté, c'est celle qui conditionne finalement tout le reste, c'est que beaucoup de femmes atypiques ne se connaissent pas vraiment. Elles ont du mal, finalement, je pense, à accepter ce qu'elles sont. Alors, il y a plusieurs choses à soi. Je pense que c'est lié à un manque de confiance, lié à ce que moi j'appelle la loyauté toxique au regard des autres. C'est-à-dire qu'en fait, on va grandir et on va vite ressentir les attentes, que ça soit de nos parents, de notre milieu social, de notre culture. Il y a des injonctions, en fait, qui deviennent malheureusement des croyances qui sont profondément ancrées comme tu dois faire ceci parce que ça te rendra respectable. C'est avoir un bon salaire qui compte. Tu as fait tant d'études, tu peux pas tout abandonner maintenant quand même. Donc ça, c'est voilà, des croyances liées au monde professionnel, mais sois déjà content d'avoir un travail, d'avoir un CDI. Combien de fois on n'a pas entendu, enfin on a dû entendre ça. Enfin, voilà, je sais pas ce que vous avez pu vous entendre, mais tout ça, ce sont en fait tout simplement des croyances que les gens nous ont transmises. Et comme nous, on veut bien faire, on ne veut pas décevoir les gens, on croit ce qu'ils nous disent être bon pour nous. Parce que quand on est enfant, c'est normal, on fait croire, confiance à nos parents ou en tout cas à nos figures d'attachement. Et puis on grandit, et puis il est temps pour vous de remettre ça en question. Il est temps de vous demander, est-ce que c'est vraiment bon pour moi? Ou en tout cas, si ça l'a été avant, peut-être. Mais peut-être que ça ne l'est plus maintenant, en fait. C'est comme un vêtement. À un moment donné, peut-être que vous avez grandi et que vous c'est pas peut-être, c'est même sûr, vous portez pas les mêmes vêtements que lorsque vous étiez enfant. Et même peut-être que les goûts que vous aviez avant ne sont pas les mêmes aujourd'hui. Peut-être qu'à chaque fois vous regardez ça en disant: «Oh là là, comment j'ai fait pour porter ça?» Bon ben voilà, c'est exactement la même chose en fait. Et ce sont des règles invisibles qui en fait nous poussent tous et toutes à rester dans des carrières qui ne nous correspondent pas vraiment. Même si au fond on rêve d'autre chose, de créativité, d'indépendance, de liberté, de challenge, je sais pas moi. Le regard social, en fait, ça devient comme une prison, toute douce, mais tellement puissante, tellement écrasante, tellement étouffante. On y reste parce qu'on se dit: «C'est trop risqué, on ne me comprendrait pas, ils vont me juger. Et si je les déçois? Et si je n'y arrive pas?» Et comment je vais faire face finalement? Déjà, prendre une décision qui va à l'encontre d'un groupe, c'est très difficile. Il y a pas mal d'études comme ça en psychologie sociale. Je pense que vous avez dû voir des vidéos comme ça sur les réseaux sociaux et qui montrent, par exemple, dans une salle d'attente, on va demander, ou on fait des tests comme ça, en fait, on va demander à des acteurs, mais le cobaye ne sait pas que les autres sont des acteurs. Dire par exemple, quel est le bâton le plus petit? On va montrer un bâton de 30 centimètres et un autre de 6. Tout le monde va dire que le plus petit, c'est celui de 6 centimètres, ce qui est un non-sens total. Mais on va leur faire répondre ça et ils vont dire: «Ah ben c'est sans aucun doute, c'est celui-là, celui-là». Et quand on passe au cobaye, eh bien, dans la grande majorité des cas, alors même qui naturellement il sait que le plus petit bâton c'est celui de 3 centimètres, il va montrer celui de 6. Parce que en fait c'est ça la pression sociale, parce qu'on veut pas se sentir en fait à part, rejeté. Et c'est assez naturel, hein, c'est-à-dire que l'être humain pour survivre, il doit faire partie d'un groupe. Il y a un besoin d'appartenance en fait qui est très important chez les individus. Et donc ce besoin d'appartenance, il est aussi quand il s'agit de choisir sa carrière professionnelle, parce que malheureusement aujourd'hui dans nos cultures, dans notre civilisation, eh bien ce que l'on fait dans la vie, ça en dit long sur l'image qu'on renvoie aux gens. D'ailleurs, une des premières questions souvent qu'on demande à quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est: «Qu'est-ce que tu fais dans la vie?» Alors je sais que chez les atypiques, vous allez me dire: «Ah ben moi c'est pas ça justement que je pose comme question». D'ailleurs, mettez-moi en commentaire quel genre de questions vous posez au début. Mais ça peut être intéressant, ça peut même, je pense, donner des idées à d'autres personnes de: «Bah alors qu'est-ce que je peux dire?» Il y en a, ils disent: «Bah, c'est vrai que ça m'intéresse pas et c'est pas très intéressant. Enfin, c'est pas que c'est pas intéressant, mais que ça ne fait pas tout l'individu, mais je sais pas quoi demander». Donc n'hésite pas à mettre en commentaire, peut-être d'autres idées de questions, ça peut être intéressant. Et du coup, cette loyauté, elle est pas noble comme, la loyauté qu'elle pourrait comme la valeur, en fait. Elle devient toxique parce qu'elle vous empêche d'écouter vos propres besoins. Et en fait, à un moment donné, vous ne savez plus. Vous ne savez plus de quoi vous avez besoin. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je demande souvent en accompagnement individuel auprès des personnes que j'accompagne. Quand je leur demande: «Et de quoi avez-vous besoin?» Il y a beaucoup de personnes qui me disent: «Je ne sais pas». Ça, vous ne savez si vous ne savez pas répondre à de quoi vous avez vraiment besoin pour être bien, heureux, c'est que vous n'avez pas une bonne connaissance de vous. Et attention au danger, comme je vous l'ai dit, c'est que vous allez être d'autant plus dépendant du regard des autres, en fait. Vous attendez que les autres vous disent de quoi vous avez besoin. Donc ça, c'était le premier, peut-être voilà, la première chose à garder en tête lorsqu'il s'agit de bien choisir sa carrière.
Le 2e point, c'est le piège de la carrière linéaire. Je pense qu'on a encore trop gardé en tête que traditionnellement, on fait des études, on a un premier job, il y a une progression et peut-être qu'il y a un succès, on évolue, à un moment donné on stagne, dans notre carrière, mais c'est pas grave parce que, après on attend la retraite. Voilà. Mais aujourd'hui, en fait, ce modèle, il est plus du tout pertinent. D'ailleurs, il ne l'a jamais vraiment été, mais bon, c'était le modèle prédominant. Aujourd'hui, on change beaucoup d'emplois, de métiers même, plusieurs fois, même dans une vie, en fait. Et pour les femmes atypiques, c'est souvent encore plus vrai, je trouve. Parce qu'elles ont souvent plusieurs centres d'intérêt, plusieurs talents, plusieurs rêves. Comme elles évoluent, encore une fois, vite, souvent, en fait, elles ont besoin, encore une fois, comme je vous l'ai dit, comme leur métier doit faire sens, il faut que ça fasse sens avec qui elles sont aujourd'hui. Donc le problème n'est pas de changer de métier, hein. Le problème, c'est que on ne s'autorise pas à le faire, pas suffisamment. Alors vous allez me dire, oui, enfin, c'est bien joli tout ça, mais si je me retrouve sans revenu du jour au lendemain, personne ne vous a dit de quitter votre boulot du jour au lendemain. Je vous dis ça parce que j'accompagne, encore une fois, dans les carrières pro, et je me rappelle, alors ça c'est dans les lives que je propose souvent dans le programme OVPA, qui est Oser la vie professionnelle atypique. À chaque fois on me dit: «Mais je peux pas quitter mon boulot du jour au lendemain». Mais en fait, je sais pas pourquoi vous avez ce côté dichotomie noir-blanc. On vous dit pas du jour au lendemain de quitter votre boulot. Mais si votre boulot actuel ne vous convient pas, si vous ne faites rien, rien ne changera. Peut-être que vous pouvez juste vous dire: «Qu'est-ce que je peux mettre en parallèle en place pour qu'un jour, peut-être, je puisse justement changer de boulot sans le risque de me retrouver sans rien?» En fait, c'est ça. Il y en a qui le font, hein, c'est OK. Mais je veux dire, pour celles qui veulent pas le faire, on peut faire les choses, en fait, marche après marche. Donc, si tes besoins aujourd'hui ne sont pas les mêmes que quand tu avais 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans, je ne sais pas quel âge tu as, c'est normal. Et c'est même une force, en fait. Changer de cap, ça ne veut pas dire que tu seras jamais satisfaite. Ça aussi, le regard des autres nous amène à nous dire, en fait, j'ai un problème parce que j'ai toujours envie de changer de boulot. Non. En fait, tout le monde est différent. Peut-être que leur norme à eux, d'avoir une carrière linéaire, leur correspond et c'est très bien. En fait, il n'y a pas de mieux. Le mieux, c'est ce qui correspond à la personne. Toi, ça veut juste dire que peut-être il est temps de t'accorder cette liberté d'évoluer. Beaucoup, beaucoup de personnes atypiques font ce qu'on appelle un des 3 B. Les 3 B, je vous avais fait un webinaire sur le sujet, le burn-out, le bore-out, qui est l'ennui, et le brown-out, qui est la perte de sens. Et en fait, dans les 3 B comme ça, il y a les mêmes symptômes. Donc malheureusement, parfois, il y a un faux diagnostic. On vous dit que vous êtes en burn-out, alors qu'en réalité, la cause de votre mal-être n'est pas une surcharge. C'est peut-être une sous-charge. Genre, dit comme ça, on se dit, ça va, l'ennui, c'est tranquille. Pas du tout. Parce que l'ennui génère, en fait, chez les atypiques, dans leur cerveau, beaucoup d'idées plus sombres, en fait. C'est-à-dire, il y a trop d'espace. Le cerveau, il va se manger lui-même parce qu'on lui donne rien à bouffer, en fait. Il y a une sorte d'anorexie mentale, c'est un terme qui existe pour de vrai, et qui explique qu'en fait, on fait n'importe quoi et du coup, on a tendance à aller dans tous les sens et à ne pas avancer. Et du coup, oui, on se surcharge, mais de mauvaises choses. C'est comme si vous bouffiez en fait de la malbouffe sans arrêt. Vous seriez malade. C'est un peu la même chose. Donc, c'est hyper important de ne pas se focaliser en disant il faut que je trouve le métier de mes rêves, celui où je sais que je vais faire toute ma carrière. C'est terrible, terrible de penser comme ça. Demandez-vous plutôt là, qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui a du sens pour vous en fait? Et essayez de vous développer avec cette idée-là. Mais on y reviendra sûrement dans notre podcast. 3e point, auquel voilà, je vous donne des petits tips comme ça. 3e point, la suradaptation aux autres. Ça découle de ce que je vais vous dire, de ce que je vous ai dit là précédemment. Une autre difficulté fréquente, c'est clairement cette suradaptation. C'est ce qu'on appelle le complexe du caméléon, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que c'est pas qu'on s'adapte aux autres, hein. L'adaptation, c'est une super qualité, une vraie compétence sociale qu'il faut développer. Là, je vous parle de la suradaptation, c'est-à-dire qu'en fait, on s'oublie sans cesse au détriment des autres. On va répondre aux attentes des autres, en fait, que ce soit les parents, les partenaires de vie, les collègues, pour la famille, les amis, pour éviter en fait la confrontation, le sentiment de déception ou la solitude. Parce j'arrive pas à parler aujourd'hui, hein, on a beau mieux dire en fait, vaut mieux être seul que mal accompagné. Au final, la peur d'être seul amène quand même à être plutôt mal accompagné. Ça, faut être honnête. Donc, le souci, en fait, d'être dans cette suradaptation, c'est que vous allez perdre de vue vos propres besoins. Parce que dans le cadre où vous les connaissez, par exemple, le premier point, vous vous rappelez, je disais, vous ne connaissez pas vos besoins. Mais parfois, on les connaît. Mais
Du coup, quand les gens me disent: «Ah mais je sais de quoi j'ai besoin» et que je leur demande: «Mais alors pourquoi vous n'y répondez pas?» Eh bien c'est souvent des personnes justement qui se suradaptent sans cesse et ils s'en oublient eux-mêmes. Le souci, c'est que ce comportement souvent c'est une stratégie qui a été apprise très, très tôt, en fait. Ça vient pas du jour au lendemain. Parfois, ça peut être utile dans ces cas-là de faire une thérapie ou avec un psychologue pour aller creuser ça. C'est une stratégie presque de survie qui a été apprise parce qu'on voulait être aimé, accepté, parce qu'il y avait peut-être un amour conditionné, par exemple à des résultats scolaires, à une attitude, à plein de choses comme ça. En tout cas, l'enfant l'a ressenti peut-être ainsi. Et il a vu ça comme un danger. Donc il s'est dit, oula, je vais me suradapter. Donc c'est difficile après de quitter sa carrière ou d'envisager une nouvelle carrière parce que c'est est-ce que je vais pas décevoir? Est-ce que les gens vont continuer à m'aimer? En fait, derrière, il y a cette question-là, il y a cette crainte. Est-ce que les gens donc vont continuer à m'aimer en fait? Surtout que cette nouvelle carrière, rien ne vous garantit que ça peut fonctionner. Donc ça, c'est hyper angoissant. Et dans un monde professionnel, ça joue énormément. Parce que si tu te suradaptes toujours, tu perds en fait ton pouvoir d'action, ta créativité, ta liberté, ta capacité à choisir, à être autonome. Et ça, c'est quelque chose de fondamental pour les femmes atypiques. Si vous leur enlevez ça, bah, ça donne comme des lionnes en cage, quoi. Elles sont pas faites pour vivre en cage. Quatrième point, celui-là vous le connaissez toutes, j'en suis persuadée, c'est le fameux syndrome de l'imposteur. Ou plutôt syndrome de l'impostrice, parce que ce syndrome, il a été aussi étudié en fait du côté féminin. C'est un énorme frein. Alors, je pense que vous le connaissez. En fait, les études, elles montrent que c'est extrêmement courant chez les femmes dans leur vie professionnelle. Encore plus d'ailleurs dans l'entrepreneuriat. Et le taux dépasse plus de 75% des personnes qui ont été interrogées pendant ces études-là. C'est énorme. Donc c'est un sentiment de ne pas être légitime, d'attribuer son succès à la chance, et du coup d'avoir la crainte sans cesse qu'un jour on va démasquer réellement que en fait ce que vous ne valez rien, que vous êtes une imposteur en fait. C'est exactement ça. C'est lié à plein de choses, ce phénomène. Bon, c'est lié à la peur de l'échec. Ça, bon, voilà, c'est sûr. Mais c'est aussi lié à la peur de la réussite. Mais on reviendra sur cette peur de la réussite qui est très intéressante. Mais c'est aussi lié à un manque de confiance de soi et peut-être même d'estime de soi, qui est deux choses différentes. Ou une tendance aussi à s'auto-saboter pour justifier en fait une éventuelle défaite. Ça, c'est pas toujours facile à comprendre. Mais l'auto-sabotage, je vous ferai un épisode exprès dans 2 semaines là-dessus. Parce que c'est hyper intéressant de comprendre pourquoi. Enfin, déjà, de comprendre les signes d'auto-sabotage, parce que peut-être que vous n'êtes même pas, vous avez peut-être même pas réalisé que vous faisiez de l'auto-sabotage. Et pourquoi, en fait, c'est une technique de survie, l'auto-sabotage. Et que c'est une technique, en fait, que beaucoup de personnes n'arrivent pas à se défaire parce que ça leur permet de ne pas réussir, parce qu'elles ont beaucoup plus peur de la réussite que de l'échec. On parle beaucoup de la peur de l'échec, mais la peur de la réussite est très, très importante. Mais je ferai un focus là-dessus dans 2 semaines. Enfin, pour vous, ça sera dans 2 semaines. Une chose importante à retenir, c'est que le syndrome de l'imposteur n'est pas du tout une faiblesse personnelle, en fait. C'est un mécanisme qui a été appris. Alors, c'est Pauline Ross-Clance et Imes qui sont les fondatrices, en fait, de ces études. Et en 1978, elles ont fait vraiment en plus un focus sur les femmes. Et je crois que la première étude, parce qu'entre-temps, il y en a eu tellement plein, mais la toute première, c'était sur 150 femmes qui, en fait, attribuaient toujours leur succès à la chance, elles doutaient de leur légitimité. Et elle montrait, en fait, donc ces deux psychologues, que même les femmes très compétentes, et plus elles sont compétentes d'ailleurs, et plus elles doutent d'elles. Donc, en fait, je dis pas, je vous dis pas genre, vous doutez de vous, ça veut dire que forcément vous êtes compétente. Pas du tout, hein. C'est pas parce qu'un cheval est blanc que tous les chevaux sont blancs. Mais, enfin, que ce qui est blanc est un cheval. C'est plus dans ce sens-là. Mais par contre, c'est quand même hyper intéressant de se rendre compte que c'est souvent les gens les plus compétents qui doutent le plus d'eux-mêmes. Il y a une étude qui a été faite d'ailleurs en 2025. C'était sur les études en médecine. Et un étudiant sur 2 en médecine avait un énorme syndrome de l'imposteur et se demandait, en fait, était persuadé qu'ils allaient être un mauvais médecin parce qu'ils comprenaient pas comment ils arrivaient réussi en fait à faire médecine. Donc vraiment, encore une fois, le doute, c'est pas parce que vous doutez de vous que vous n'êtes pas performante. C'est presque le contraire en fait.
Il y a aussi une étude c'est une méta-analyse qui était assez récente. Je suis allée rechercher. C'était dans l'année 2015-2016. Je me suis mis tellement de notes là pendant que je vous parle, c'est dans tous les sens. Euh, En fait, il faut comprendre que le syndrome de l'imposteur, c'est à grande échelle. C'est-à-dire que tu l'as, en fait, c'est pas, comment dire, c'est pas, tu peux l'avoir dans une sphère de ta vie, mais en général, ça a un impact sur toutes les sphères. Et d'année en année, si tu ne le travailles pas, malheureusement, ça va te faire comme un plafond de verre. Tu auras du mal à évoluer. Parce que on a tous ce biais d'aller renforcer nos propres croyances. Donc si tu penses que c'est lié à la chance et que tu n'es pas légitime, tu vas chercher tous les exemples autour de toi qui le démontrent. Donc par exemple, tu vas toujours te comparer à meilleur que toi, mais jamais aux personnes qui ont moins de compétences que toi. Non, tu trouveras toujours meilleur que toi. Et en plus, ces personnes meilleures, ça ne veut pas dire qu'elles sont meilleures dans tous les domaines, hein, mais tu vas comparer le point là où tu es la moins bonne avec le point où la personne est la meilleure. Donc c'est très, c'est pas cool quoi. C'est pas du tout logique, mais c'est ce qu'on fait. Tu vas alimenter toutes ces croyances. Et si on te fait des remarques négatives, eh bien, elles vont rester encore plus marquées et tu vas être beaucoup plus focus dessus que tous les compliments qu'on aurait pu te faire. Donc, c'est très problématique parce qu'à un moment donné, tu vas douter de toi et plus on doute de soi, moins on a confiance et moins on a confiance, moins on a, eh bien, l'énergie pour passer à l'action et pour se challenger. J'ai fait tout un atelier sur le complexe de l'imposture, tu peux aller voir sur mon site elodicrépel.com. Tu verras, c'est un atelier qui est en ligne, qui est, en fait, tu peux le faire vraiment à ton rythme. C'est comme une formation en ligne pour justement se dire, bah, qu'est-ce qu'on peut faire de ce complexe de l'imposteur? Parce que malheureusement, chez les femmes atypiques, c'est rare qu'on ne le trouve pas et c'est rare qu'on puisse totalement l'inhiber. Par contre, par expérience personnelle et professionnelle, pour toutes les personnes que j'ai accompagnées, je me rends compte que on peut en faire un levier de transformation. C'est-à-dire que ce complexe, on peut en faire quelque chose de chouette. Donc bon, si ça t'intéresse, va voir l'atelier sur mon site internet. C'est un atelier à tout petit prix en plus, donc ça peut vraiment t'intéresser. J'avais dit qu'on reviendrait là-dessus. Donc, du coup, partie 5, en tout cas point numéro 5, c'est donc peur de la réussite. Alors c'est fascinant parce que souvent les personnes me disent mais au final j'ai quand même peur d'échouer, qu'est-ce qu'on va penser de moi si j'échoue? Et derrière, lorsque je creuse, je me rends compte que, dans la moitié des cas, se rajoute ou se substitue, en fait, finalement, à la peur de l'échec, la peur de la réussite. C'est méconnu, mais c'est très juste. C'est dans les années 60, c'est la psychologue Martina Horner qui a introduit ce concept, en fait, pour comprendre pourquoi, et notamment certaines femmes, encore une fois, évitaient inconsciemment de développer leur réussite, et notamment professionnelle. Cette peur, elle est souvent liée à l'anticipation des conséquences négatives d'un succès, comme la perte d'approbation sociale. C'est-à-dire que je suis sûre que vous avez déjà entendu de vous des gens qui critiquaient les gens qui ont réussi. C'est très français en plus, hein, moi je le vois beaucoup plus sur les réseaux sociaux français que ici au Royaume-Uni où je vis, ou américains, parce que des fois du coup je suis des réseaux ou des comptes américains. On a la critique facile quand on est français contre les personnes qui réussissent. C'est ah ben celle-là, soit elle a eu de la chance cette personne, soit bah en fait c'est quelqu'un qui arnaque, ça aussi on l'a beaucoup, imposteur, arnaqueur, voilà. Soit c'est une personne, ah ben de toute façon elle avait les dents longues, hein, voilà, ou ah non mais de toute façon elle avait les bons contacts, ou bien de toute façon, ou bien mais pour qui elle se prend maintenant, voilà qu'elle a réussi. Il y a toujours un truc en fait, et du coup c'est toujours un peu moi je préférerais rester comme je suis que plutôt voilà avoir sa réussite, hein. Il y a plein de remarques comme ça qu'on entend, c'est assez incroyable. Et alors, et encore, j'ai pas parlé d'argent, mais si on parle d'argent, là, le public français, il est assez bloqué là-dessus. Mais bon, voilà, c'est une question de culture et on a plein de choses chouettes, hein, bien sûr, dans la culture française, mais là-dessus, c'est compliqué. Donc, inévitablement, quand vous allez réussir, ben, on craint ça. On craint, bien sûr, d'être, en fait, mis dans la boue. Parce que, bah, qui dit succès dit visibilité et dit, surtout jalousie, envie et donc il y a un sentiment, ou en tout cas, on a peur d'être rejeté et ça, c'est dur. Ça, c'est très, très dur et d'ailleurs, moi, je le vois beaucoup chez les petites filles, il y a eu des études là-dessus aussi, chez les petites filles surdouées. Elles sont capables de s'auto-saboter et donc de ne pas réussir, par exemple, en classe pour ne pas avoir la meilleure note ou en tout cas pour ne pas avoir une meilleure note que leurs copines. Parce qu'elles veulent pas faire de la peine à leurs copines.
Elles veulent pas sinon qu'il y ait un sentiment de rivalité. Elles préfèrent garder leurs copines, ce qui s'entend, hein, je comprends qu'on veut garder nos copines. Et puis à cet âge-là, bon, c'est compliqué de parler quand on est jeune femme, mais adulte, combien de femmes atypiques j'accompagne et me disent mais moi j'ai personne pour partager mes réussites parce que en fait autour de moi bah, soit ça va susciter la jalousie, soit ça va faire de la peine. Et même si j'ai de vrais amis qui seront contents pour moi, je sais que c'est un peu délicat parce que elle, bah, elle galère, c'est difficile pour elle et j'ai pas envie d'étaler mon bonheur en fait. C'est hyper intéressant ça. Euh, je pense vraiment, pour le coup, que quand on va mal, ça nous fait quand même du bien de savoir que les gens qu'on aime vont bien. Ça dépend comment c'est dit, comment c'est fait, bien évidemment. Le but, c'est pas d'étaler comme on l'imagine et d'en rajouter des caisses de ah, mais moi je suis super heureuse et tout. Non. Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé vous alliez pas bien, vous aviez passé une mauvaise journée et puis une amie à vous vous raconte que il s'est passé un événement hyper positif dans sa journée. Et en vrai, bah, ça vous met du baume au cœur en fait. En vrai, vous dites mais ah, enfin une bonne nouvelle et je suis tellement contente pour elle parce que je l'aime, parce que je me dis qu'elle le mérite, parce que je me dis que c'est génial pour elle. Enfin voilà. Et donc bah, ça nous fait du bien. Pourquoi ça serait autrement dans le cas inverse? Pourquoi vous dites pas que vos amis seraient hyper heureuses de savoir que vous avez réussi quelque chose en fait? Il y a aussi notre peur liée au succès, c'est la peur de devoir assumer de nouvelles responsabilités. Et là, ça rejoint le complexe de l'imposteur parce que c'est de se dire, si j'ai de nouvelles responsabilités, si je suis beaucoup plus visible, si, enfin voilà, ben on va se rendre compte qu'en fait, je suis pas à la hauteur. Donc que je suis une impostrice et que c'était vraiment coup de chance et qu'ils auraient pas dû me faire confiance. Et comme on a peur de ça, bah on préfère ne pas évoluer et rester un peu dans l'ombre. Je sais pas si ça vous parle, mais ça, malheureusement, ça vous bloque également dans votre vie professionnelle. Alors, il y a donc bon, au niveau des études, je vais pas je les ai cherchées, mais je pense pas que ce soit je sais jamais si ça vous intéresse ou pas, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Des fois, il y en a qui me disent: «Ah mais mets-les en description». C'est vrai que j'y pense pas toujours, j'avoue, parce que, bah, en fait, le temps que j'enregistre, que je mette le podcast en ligne et tout, bah, des fois, en fait, j'ai plus mes notes et puis moi, je suis très papier stylo, hein. Je suis encore, à l'époque papier stylo, c'est-à-dire que vraiment j'écris tout sur une feuille et tout sans arrêt. Mais peut-être qu'effectivement, ça pourrait vous intéresser à creuser. Après, je pense de toute façon, pour, là, si pour tout ce qui est, études sur la peur du succès, Martina Horner, Horner, c'est vrai, vous allez en avoir plein, plein, plein. Hem, ouais, je pense que là-dessus, vous allez trouver sur internet. Puis maintenant avec l'intelligence artificielle, vous en aurez encore plus. 6e point, et pas des moindres quand même, c'est le complexe de l'albatros. Alors ce concept, il est moins connu, sauf pour les personnes qui ont lu mon livre Femme atypique peut-être, hein, que je prends là dans mes mains, et qui d'ailleurs est sorti en poche aux éditions Jouvence, si ça vous intéresse, puisque c'est moins de 10 €. Ça a été mon grand best-seller des années, je sais plus dans quelle année il est sorti, on s'en fout. Et du coup, ce complexe de l'albatros, il est hyper important parce qu'il vient du poème de Baudelaire en fait. Au départ, donc pour les personnes qui ont mon livre, alors en poche, je sais pas quelle page, mais sinon pour ceux qui ont mon livre en version brochée, c'est la page 144. 144, 145, où je vous donne en fait le poème de Charles Baudelaire sur l'albatros. Et si vous... Bon, je vais pas forcément vous le lire parce qu'il est un peu long, et puis bon voilà, mais ce qui est important, c'est de comprendre en fait que dans ce poème, on se dit que tout être vivant, dans un milieu qui ne lui est pas adapté, bah justement, il va sembler inadapté. C'est un peu comme cette citation qu'on donne d'Einstein, mais on n'est pas sûr que ça soit de lui, c'est que si vous demandez à un poisson à grimper un arbre toute sa vie, il se trouvera bête en fait. Non, si vous enfin, c'est pas exactement ça. Si vous demandez et ça va pas aujourd'hui, j'espère que au moins je vous fais rire. On sent la maladie un peu quand même parce que je bug beaucoup. Et en plus, il y aura pas de montage, donc voilà. Donc voilà, c'est authentique, voilà. C'est comme si vous étiez avec moi là en conférence, voilà. Donc si on demande à un oiseau oh là là, toujours pas. Si on demande à un poisson à grimper à un arbre, il se trouvera bête toute sa vie. C'est plutôt dans ce sens-là. Mais vous aviez compris l'idée. Donc en fait, c'est assez logique. Du coup, l'albatros, en fait, dans le poème, il marche maladroitement sur le pont du bateau, alors qu'il est majestueux, en fait, dans les airs. C'est le roi du ciel. Et c'est le docteur Alain Gauvry, qui est pédopsychiatre, qui a notamment lui remarqué que ce complexe était très prégnant chez les enfants surdoués. Il explique que leur inhibition intellectuelle et le renoncement à exploiter leurs ressources intellectuelles par la crainte d'avoir des problèmes avec les autres. En fait, il s'agit d'un système de défense qui se met en place donc durant l'enfance et qui peut durer toute votre vie.
face à l'incompréhension, à l'hostilité, à la jalousie du monde extérieur, en fait, certaines personnes atypiques, donc surdouées ou pas, hein, elles peuvent développer ce complexe. Elles n'osent pas essayer. Non pas donc vraiment par la peur de l'échec, mais par la réussite qui va changer des choses. Donc là, ça fait lien avec ce que je vous disais précédemment. Parce que vous allez sentir au fond de vous, certes que vous pouvez accomplir de grandes choses, mais qu'il va falloir sacrifier d'autres choses. Souvent, en plus, les gens vous disent, on vous dit souvent, mais t'as tout pour réussir dans la vie, en fait. Mais vous bloquez, en fait. C'est hyper compliqué. Et au final, bah, vous vous coupez les ailes. C'est ça, en fait, le complexe de l'albatros, c'est qu'en fait, volontairement, mais inconsciemment, c'est pas la même chose, vous allez vous couper les ailes, en fait. Donc, vous pouvez avoir des capacités extraordinaires, mais dans un environnement qui ne correspond pas à vos besoins, vous allez vous sentir un peu gauche, hors sujet, inadapté. Et c'est ça, se couper les ailes. C'est pas toujours ne pas. En fait, c'est pas toujours l'autosabotage dans le sens j'en fais moins. C'est choisir un environnement qui ne vous permettra pas de briller. Ça aussi, en fait, c'est une forme d'autosabotage et ça s'appelle plus particulièrement le complexe de l'albatros. Vous allez donc vous mettre peut-être dans une carrière professionnelle qui sera pas en adéquation avec vos valeurs ou qui ne mettra pas en avant votre savoir-faire, qui ne pourra pas développer vos réelles compétences, en fait. Donc, quand vous vous pensez incompétente, demandez-vous si finalement vous êtes au bon endroit. Quand on est atypique, on peut avoir peur de réussir, de ne pas être compris, de déranger, de dépasser les autres. Ça devient une stratégie d'évitement, en fait. Je pense que on se dit mieux vaut ne pas essayer que de révéler qu'on pourrait faire quelque chose d'exceptionnel. C'est la peur de dévoiler ses ailes. Voilà, je ne sais pas si ça vous parlera, mais je pense qu'il faut vraiment garder cette idée que c'est compliqué. Et donc, le 7e point dont je vous parle là, mais je pense que c'est important quand même de vous dire que vraiment j'en parlerai dans 2 semaines, c'est l'auto-sabotage, c'est pas je ne veux pas, c'est l'auto-sabotage, c'est un mécanisme protecteur. Ça peut être de la procrastination, de mettre en place de la distraction, c'est faire les choses au dernier moment, c'est se surcharger de plein de projets, comme ça ben, on ne peut pas tout mettre en fait, d'une certaine manière on ne peut pas se donner à fond. C'est créer parfois même des dramas autour de nous, émotionnels en fait, qui va nous prendre tellement d'énergie qu'on ne pourra pas se donner à fond. C'est la fuite dans certaines choses ou le perfectionnisme. Tout ça, c'est des signes d'auto-sabotage. Il faut vraiment se le dire. Hein. C'est pas anecdotique, vraiment, vraiment. Mais bon, je mets ça entre parenthèses parce que il y a tellement de choses à dire que je développe ça dans 15 jours. Rendez-vous dans 15 jours sur le sujet. Bref, il faut garder en tête que la peur de réussite, c'est pas contre la peur de l'échec. Il faut comprendre en fait qu'ils sont souvent liés. Et que réussir, ça change tout. Ça va changer la vision que les gens ont de toi. Ça va changer ta relation avec les autres. Ça va changer peut-être ta vision de ta propre identité. Et ça va changer ton niveau d'exigence par rapport à toi-même. Voilà. En bref, et je vais essayer de finir là-dessus, j'aimerais que, et ça c'est la dernière idée que je voudrais développer, c'est que pour avoir une vie professionnelle épanouissante, il faut comprendre que le travail peut être vraiment une source d'épanouissement. Je pense que beaucoup d'entre vous, vous avez relégué ça en disant «Eh, c'est mieux que rien». Et on est d'accord. Mais imaginez que si vous faisiez ça dans vos relations, «Eh, c'est mieux que rien». C'est pas ouf non plus, hein. Ça vend pas du rêve, hein, le «c'est mieux que rien». Euh, et du coup, c'est dommage parce que bah, vous n'êtes pas épanoui dans votre vie professionnelle. On peut vraiment être hyper heureux. Je crois qu'on a des croyances aussi en se disant que le travail, c'est, on doit souffrir un peu au travail en fait. Ça doit être douloureux. Ça doit être désagréable en fait. Alors attention, je dis pas je pense que dans n'importe quel métier, il y a des tâches qui sont plus ingrates, qui sont un peu plus pénibles. Genre par exemple, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui disent que faire leur comptabilité ou l'administratif, c'est pas ce qui les réjouit le plus. Bon voilà, il y a peut-être des fonctions, voilà, qui nous fait pas rêver. Mais dans l'ensemble, moi j'aimerais que vous ressentiez ce que moi je ressens. Moi je me dis: «Waouh, j'adore ce que je fais et en plus on me paye pour faire un truc que j'adore, mais c'est extraordinaire!» Et il y a plein de gens qui disent ça. Enfin, il y a des artistes qui le disent, il y a plein de personnes en fait. Pourquoi ça serait pas votre cas? C'est totalement possible. Il faut pas voir le travail comme une corvée en fait. Il faut pas se dire de toute façon pour réussir il faut souffrir. C'est totalement faux. Ça on nous l'a survendu, mais c'est totalement faux en fait. C'est sûr que parfois il faut faire des efforts, mais ça veut pas dire qu'il faut souffrir. Il faut trouver un équilibre aussi. Je pense que
il faut vraiment comprendre que le travail, il peut être une source de sens aussi, d'énergie, aussi. Ça, on n'y pense pas toujours, mais moi, par exemple, dans les moments où j'étais très, très épuisée par ma vie, de maman avec des enfants, qui dorment pas, on se sait, hein, ceux qui ont des bébés qui dorment pas, à quel point c'est très, très dur. Hem, Honnêtement, ça a été très, très difficile et tout le monde me disait: «Mais en fait, Elodie, lâche le boulot parce que là, tu es épuisée, lâche-le» et en fait, non, non, parce que le fait d'avoir un boulot qui me plaît, qui a du sens pour moi, même si oui, c'était énergivore, en fait, d'une certaine manière, ça me remplissait aussi tellement positivement que ça m'a clairement évité de tomber dans un énorme burn-out. Alors attention, le but c'est pas de se surinvestir au travail pour compenser parce que là, on va tout déséquilibrer, mais c'est de comprendre à quel point que votre vie professionnelle peut être aussi, en fait, un véritable pilier dans votre vie pour vous sentir bien. Ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que même dans l'adversité, même dans les difficultés, parce que la vie elle a des hauts et des bas, eh bien avoir un boulot qui nous plaît, qui fait sens, bah, en fait, ça rééquilibre, bah, le mauvais, en fait. Donc je crois vraiment que ça vaut le coup, si vous avez cette croyance, de retravailler sur votre vision de qu'est-ce que ça peut être un travail pour vous. Et oui, vous pouvez vous aussi vous épanouir professionnellement. Donc pour conclure, si tu es là, encore à m'écouter, d'ici alors qu'il a été un peu compliqué hein, pour moi cet épisode, je suis partie dans tous les sens encore une fois, mais non, je pense que quand même ça allait ça. Mais entre ma voix et des fois les mots qui sortaient pas, hein, bon voilà, donc si tu es encore là, écoute ceci, tu as le droit d'évoluer. Tu as le droit de changer d'avis tout le temps. Tu as le droit d'être ambitieuse et de réussir et de briller. Tu as le droit de te connaître toi-même et de comprendre tes évolutions dans la connaissance de toi. Et tu as le droit d'être heureuse dans ta vie professionnelle. Aujourd'hui, on a parlé de certains blocages. Syndrome de l'imposteur, peur de la réussite, l'albatros, l'autosabotage. C'est pas du tout des fatalités en fait. C'est plutôt des signaux, comme quand tu conduis une voiture, tu vois. Ça peut être des indices, des portes en fait, vers une meilleure compréhension et connaissance de toi. J'espère vraiment que cet épisode a pu te donner quelques clés. Le but c'est de voilà, de te donner quelques clés, une mise en bouche pour voir si voilà ça te parle. Peut-être que si tu es actuellement accompagné par un thérapeute ou un coach et qu'il y a des choses qui t'ont parlé, et ben c'est l'occasion peut-être pour ta prochaine séance de le lui dire en disant: «Ah j'ai écouté un podcast incroyable et ça m'a fait tilt». Donc voilà, ça peut être toujours une source de travail pour aller creuser ça. Et sinon, on se revoit dans 15 jours pour un autre épisode, où je vais te parler justement beaucoup plus d'auto-sabotage. Et ça sera l'occasion effectivement de creuser la vie professionnelle parce que je crois réellement que on peut pas se dire je m'en fous. Enfin, pas totalement, je m'explique quand même. Il y a des personnes qui ne sont pas du tout carriéristes et qui s'en fichent réellement du métier qu'elles font. Ça existe. Mais c'est très 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 rare chez les atypiques. Je dis pas que ça n'existe pas parce que je connais pas tous les atypiques sur le monde entier, mais c'est très 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 rare. Parce qu'on passe quand même beaucoup de temps au travail. Allez, on va dire 5 jours par semaine à peu près pour les gens en général. Pour ceux qui sont sur du 35 heures, même si c'est pas la majorité, beaucoup font beaucoup plus, mais il y en a qui font moins bien sûr aussi. Bah, du coup, c'est quand même une bonne partie de ta journée. Me dis pas que tu pas envie quand même de pas kiffer tout ce moment, quoi. Je trouve ça trop triste, en fait, ces personnes qui juste attendent le week-end ou attendent les vacances. Ça devrait pas être ça, en fait. Ta vie, elle devrait pas être juste entre parenthèses en attendant le week-end ou les vacances. C'est vraiment trop triste. Donc j'espère vraiment, voilà, te donner envie peut-être de voir les choses autrement. Bon allez, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne semaine. N'hésitez pas à partager le podcast, à me dire ce que vous en pensez. Et puis voilà, tout simplement. Et on se rejoint sur les réseaux sociaux ou en newsletter. Belle journée à toi.